Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons parler des principes additifs et multiplicatifs en dénombrement. Donc, je vous rappelle que dénombrer en mathématiques, c'est compter le nombre d'objets d'un ensemble. Donc, on va démarrer par le principe additif qui est assez intuitif. On va, lorsqu'on doit dénombrer un ensemble, procéder à une classification sur les objets de l'ensemble. Et pour connaître le nombre total d'objets, nous allons compter le nombre d'objets par classe de la classification. Donc je donne un exemple visuel. Vous avez un ensemble grand oméga, d'accord ? Et on cherche à dénombrer le nombre d'ensembles à dénombrer l'ensemble oméga, c'est-à-dire déterminer le nombre d'éléments de oméga. On établit une classification. Il y a 3 classes, A, B et C. Donc dans A, il y a 4 éléments, dans B, il y a 3 éléments, et dans C, il y a 5 éléments. Donc le nombre d'éléments de oméga, que je vais noter comme ça, d'accord ? C'est une des notations mathématiques officielles. En fait, si on veut être un peu plus savant, on parle du cardinal de oméga, mais bon, peu importe. Donc le nombre d'éléments de oméga, c'est le nombre d'éléments de A, plus le nombre d'éléments de B, plus le nombre d'éléments de C. Alors attention, j'utilise volontairement le terme un peu lourd de classification pour bien insister sur le fait qu'il y a des conditions pour appliquer cette propriété. Et les conditions, alors visuellement, on les voit assez bien. Il faut d'abord que la classification soit exhaustive, c'est-à-dire que tous les éléments soient bien comptés au moins une fois. Donc il ne faut pas qu'il y ait d'oubli. Autrement dit, il faut que A union B union C soit égal à oméga. Et ensuite, il ne faut pas qu'il y ait de recomptage, d'accord ? Il ne faut pas compter plusieurs fois le même élément. Donc il faut que la classification soit, pour le dire en français, non redondante. Et donc il faut bien que là, chaque élément soit compté au plus une fois. Donc au moins une fois, au plus une fois et une seule. Et donc là, la condition, c'est qu'évidemment, il n'y ait pas d'éléments qui soient dans 2 classes différentes. Donc A inter B égale A inter C égale B inter C égale l'ensemble vide. Donc un exemple très simple, dans une classe, il y a 14 filles et 20 garçons, donc au total, il y a 20 plus 14 égale 34 élèves. Bon, alors, je vais tout de même vous donner un exemple où il faut faire attention, parce que c'est plus là qu'on voit paradoxalement apparaître la force du principe additif. Dans une classe de 34 élèves, tous étudient au moins une langue vivante, parmi l'anglais et l'allemand. Il n'y a pas d'autres langues vivantes. Donc 23 étudient l'anglais et 20 étudient l'allemand. Combien étudient les 2 langues vivantes ? Alors, la classe, je l'ai représentée ici, c'est oméga. On a donc les élèves qui étudient l'allemand et les élèves qui étudient l'anglais. Alors, il y a les élèves qui vont étudier les 2 langues. De toute façon, on le compte, 23 plus 20, ça en fait trop. Donc, ce qui se passe, c'est que lorsque j'applique le principe additif, je serais tenté de dire que le cardinal de l'ensemble total, c'est le cardinal de A plus le cardinal de B. Mais ce faisant, si vous procédez ainsi, vous comptez 2 fois les éléments qui sont ici. Vous comptez les élèves qui sont ici en tant que germanistes et en tant qu'anglicistes. Donc autrement dit, si vous les comptez 2 fois, il faut ôter une fois le nombre d'éléments qui sont ici. Donc, vous obtenez une formule qui ressemble beaucoup à la formule sur les probabilités. Probabilité de A union B égale P de A plus P de B moins P de A inter B. C'est la même chose. Quand vous avez une aire à calculer dans les toutes petites classes, si l'aire est constituée d'une sorte de L, vous comptez l'aire des 2 rectangles, par exemple, et vous ôtez l'aire du carré que vous avez compté 2 fois. C'est la même chose, c'est des histoires de mesure. Donc le cardinal de oméga, c'est le cardinal de B, le nombre d'éléments de oméga, c'est le nombre d'éléments de A, plus le nombre d'éléments de B, moins une fois le nombre d'éléments que j'ai compté 2 fois. Ce faisant, je les aurais bien comptés 2 moins 1, une seule fois. Donc moins le cardinal de A inter B. Donc un simple calcul, enfin une simple manipulation algébrique, on a donc le cardinal de A inter B, le nombre d'éléments de A inter B, c'est-à-dire les élèves qui étudient les 2 langues, qui est égal au nombre d'éléments de A, plus le nombre d'éléments de B, moins le nombre d'éléments de oméga, à savoir 43 moins 34, 20 plus 23, 43, 43 moins 34, égale 9. Il y a donc 9 élèves sur cet exemple qui étudient les 2 langues. Je réinsiste bien, le cardinal de oméga n'est cette fois-ci pas égal au cardinal de A plus le cardinal de B, puisque la deuxième condition qu'on avait donnée ici n'est pas vérifiée, à savoir que A inter B est non vide. D'accord ? Donc il y a les éléments qu'on recompte 2 fois. Donc voilà, et voyez le parallèle avec la formule sur les probabilités, c'est exactement la même propriété mathématiquement, fondamentalement.
nous allons maintenant aborder le principe multiplicatif sur un exemple. Donc un restaurant, petit restaurant, les calculs ne seront pas trop compliqués, propose sur sa carte 2 entrées, 4 plats principaux et 3 desserts. Un menu étant constitué d'une entrée, d'un plat principal, j'ai noté PP, et d'un dessert. Donc on nous demande de dénombrer, de compter le nombre de menus possibles. Alors le mieux est peut-être de faire un arbre, et donc je symbolise les choix possibles par des branches différentes. Donc lors du premier choix, on a 2 branches, entrée 1, entrée 2. Lors du deuxième choix, on a 4 branches pour chacun des premiers choix. Donc 4 branches ici, 4 branches ici, P1, P2, P3, P4, plat principal 1, 2, 3, 4. Et enfin, pour chacune de ces extrémités-là, donc le nombre d'extrémités là, il est déjà de 4 multiplié par 2, 8. Et bien donc on a, pour chacune de ces extrémités, de ces nouvelles extrémités, on a 3 choix de desserts possibles. Alors là, je n'ai pas tout dessiné parce que sinon ça prendrait trop de place. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une branche correspond exactement à un menu. En effet, on a sur chaque branche, si par exemple je prends celle-ci, branche complète, on a choisi le menu 1, le plat principal 4 et le dessert 1. On peut aussi choisir le menu 2, le plat principal 4 et le dessert 2. Voilà. Donc chaque branche correspond exactement, chaque branche complète correspond exactement à un menu. Il s'agit donc de dénombrer le nombre de branches, c'est-à-dire le nombre d'extrémités ici. Donc on avait déjà 2 fois 4, d'accord? Et on a donc fois 3. Donc le nombre de menus total est égal à 2 fois 4 fois 3, qui correspond 2 correspondant au choix de l'entrée, 4 correspondant au choix du plat principal, 3 correspondant au choix du dessert. On a donc, sauf erreur de ma part, mais c'est ça, 24 menus. Donc, si on veut écrire ça de manière un peu plus théorique, certains le comprennent mieux comme ça, donc voilà, c'est moins dans l'esprit du programme, mais c'est quand même dans le programme. Si E désigne l'ensemble des entrées, P désigne l'ensemble des plats principaux, D désigne l'ensemble des desserts sur la carte, un menu est donc un triplet, E, P, D, E étant dans grand E, P étant dans grand P, D étant dans grand D. L'ensemble des triplets, le premier élément étant pris, l'abscisse quoi si vous voulez, étant prise dans grand E, l'ordonnée, le deuxième élément étant pris dans grand P, le dernier élément, la côte, étant pris dans grand D, d'accord, on note l'ensemble de ces triplets, E croix P croix D. On appelle ça le produit cartésien des ensembles. Donc le cardinal, le nombre d'éléments de E croix P croix D, il est égal au nombre d'éléments de E fois le nombre d'éléments de P fois le nombre d'éléments de D. Une autre façon de voir la chose, alors l'exemple n'est pas de moi, il est d'Alain Combrouse, il appelle ça le syndrome de l'autoroute. Lorsque sur une autoroute, vous avez 3 sorties principales et sur chacune de ces sorties principales, 2 sorties secondaires, vous n'avez pas 3 plus 2 sorties au total, mais 3 fois 2 sorties totales. D'accord ? Donc faites bien attention à ne pas mélanger. Parfois, les élèves ou les étudiants confondent les principes multiplicatifs et additifs, mais si on n'applique pas bêtement le résultat et qu'on se pose la question de ce qu'on est en train de faire, normalement, il n'y a pas de problème. Donc pensez à l'idée du syndrome de l'autoroute. C'est bien 3 fois 2 le nombre de sorties totales. Un cas particulier, c'est le cas où finalement, on prend tous les éléments du triplet, là par exemple, dans le même ensemble. C'est possible. On peut reprendre plusieurs entrées. Donc on généralise un peu. On va donc déterminer le nombre de K-uplets, d'accord, d'un ensemble E à n éléments. Donc j'ai noté 1n, intervalle de grand N, compris entre 1 et n. On a donc à déterminer un K-uplet. Donc ici, il y a K croix. Bon, je ne les ai pas toutes dessinées, d'accord ? Il y a K croix. Pour chacune de ces croix, j'ai n choix possibles. N choix pour la première, n choix pour la deuxième, n choix pour la troisième, n choix pour la K-1e, n choix pour la K-ième. Donc au total, combien a-t-on de choix ? C'est le principe multiplicatif. C'est donc n à la puissance K. N fois n fois n fois n, n puissance K. Notez mathématiquement, lorsque dans un produit cartésien, les ensembles sont répétés, si c'est E croix E, par exemple, E 3 fois, on note ça, on simplifie et on note ça E au cube.
E croix E, croix E, croix E, E puissance 4. Vous l'avez sans doute vu en mathématiques en cours, lorsque vous prenez un couple de réels, on note l'ensemble des couples de réels, R au carré, c'est R croix R. Donc si on veut le noter plus mathématiquement, le nombre d'éléments de E puissance K, ça c'est donc le nombre de quintuplés pris, chacun étant choisi dans grand E, eh bien c'est le cardinal de E élevé à la puissance K. Donc, ce qu'il importe de comprendre, c'est qu'on est là dans un modèle de tirage avec ordre, l'ordre intervient, d'accord, et avec répétition. Par contre, on peut reprendre plusieurs fois le même élément. Donc un exemple, un sac contient 8 jetons numérotés de 1 à 8, on tire successivement, donc là il faut entendre, il y a de l'ordre, avec remise, donc vous avez la deuxième information, donc vous choisissez un jeton, vous regardez le numéro et vous le reposez dans le sac, donc éventuellement vous pouvez le reprendre lors du deuxième ou du troisième choix. Et on vous demande de dénombrer le nombre de résultats possibles. Alors qu'est-ce que c'est qu'un résultat? Un résultat, ça va être un triplet de la forme J1, J2, J3, J1 étant le premier jeton tiré, J2 le deuxième jeton tiré, J3 le troisième jeton tiré. Donc il y a un ordre, évidemment, donc on va pouvoir appliquer ce dont on parle, et il y a répétition. Donc, on a 8 choix pour le premier, 8 choix pour le deuxième, 8 choix pour le troisième. Donc, au total, on a 8 au cube résultats possibles, à savoir, sauf erreur de ma part, mais je pense que je ne me suis pas trompé, 512 choix possibles. Donc, moi, je vous conseille, je vous l'ai déjà dit, mais je le redis, dès que les tirages sont effectués successivement, lorsque, si vous voulez, l'ordre intervient, je vous conseille à chaque fois de faire le petit raisonnement qui est derrière et de ne pas appliquer bêtement, quitte à faire un petit dessin, etc., et de ne pas appliquer bêtement les formules. Dans un premier temps, ça va vous permettre... Après, les formules, vous allez les appliquer naturellement parce que vous allez les comprendre, enfin, vous allez comprendre d'où elles viennent. Mais il me semble que ça peut être plus intéressant. Encore une fois, quand le tirage est... où l'ordre est un tirage avec dans lequel l'ordre intervient, il me semble mieux d'essayer de voir ce qui se passe et de faire ça un peu intuitivement, vous allez retomber tout naturellement sur la formule. Les deux questions essentielles à se poser lorsqu'il y a un tirage, c'est, ça par contre, on ne peut pas passer au travers de ça, c'est est-ce que l'ordre intervient? Non. C'est un peu plus compliqué, là il vaut peut-être mieux appliquer les formules, enfin là il faut appliquer les formules. Est-ce que l'ordre intervient? Oui. Donc là, je peux essayer de faire des petits dessins, de raisonner, vous voyez, sur l'histoire des menus, c'est quand même pas très compliqué. Et ensuite, la deuxième question, évidemment, c'est est-ce qu'il y a répétition ou non? Là, le dénombrement, lorsqu'il y a ordre, qu'il y ait répétition ou non, les raisonnements sont intuitifs. Ici, on était dans un cas, ici, là, on était dans un cas où, évidemment, je le redis, il y avait remise. Voilà, donc il y avait répétition. Voilà.